Plus ou moins geek, le seul magazine culturel qui revient sur 50 ans de culture geek en 52 minutes. Si vous avez l'habitude de trouver qu'on est nul dans cette émission, et bien aujourd'hui on a une bonne excuse puisque c'est une spéciale nanar. Un chiffre pour les sceptiques qui considèrent que la culture geek ne remonte pas à si longtemps que ça. 1959, date de sortie du film Plan 9 from Outer Space du réalisateur Ed Wood, considéré comme le plus mauvais réalisateur de tous les temps. Ils ne sont pas si mauvais que ça puisque, oh regardez, surprise, j'arrive dans le couloir de la mort. Ils ne sont pas si mauvais que ça, c'est l'équipe de chroniqueurs que vous retrouvez autour de cette table avec RL qui est journaliste dans la vraie vie, Laurent Kessy, romancier et scénariste aussi dans la vraie vie, Monsieur Sébastien Rassia, réalisateur et auteur de talent, qui travaille en binôme avec Monsieur Frédéric Molas, du Joueur du Grenier en tant que comédien, et pour finir, Rurik Salé, compositeur, comédien, journaliste de talent. Un petit peu plus tard, nous retrouverons également François Descraques en direct de chez lui, qui nous présentera un nouveau talent web. Et tout de suite, un sommaire. Aujourd'hui, c'est une spéciale nanar. Vous découvrirez un jeu vidéo avec Steven Seagal, l'auteur de comics Rob Liefeld, la série télé sur Freddy, le film Invasion USA, l'interview carrière du réalisateur français Richard J. Thompson, le jeu de rôle Brain Soda 2, le site internet Nanarland, le talent web Davy Mourier pour sa série Karate Boy, la fin des aventures de Laurent aux Utopiales, et enfin l'incontournable Shopping List. Et ouvrons ce bal nanardesque avec Rurik. Rubrique cinéma avec Rurik. Il est temps de dire qui est le vrai tocard dans l'histoire. Il est en image sous nos yeux ébahis maintenant. Tu dénonces. Aujourd'hui, un seul obstacle se dresse contre leur projet. Le voilà. Et le voilà avec sa barbe minable et sa tête de mannequin en mousse et son brushing. Voilà, c'est le réactionnaire le plus adoré, le plus détesté accessoirement aussi de l'Amérique, Monsieur Carlos Ray Norris, autrement connu sous le nom de Chuck Norris. Voilà. Et non pas de Carlos tout court. Et non pas de Carlos, non, quoique. Et voilà, donc voilà, ça c'est quelques petits extraits de Invasion USA, qui est un peu son film le plus pourri, mais c'est une sorte de paradoxe de dire un film de Chuck Norris à l'intérieur de sa filmo, voilà, finalement. En fait, ce serait étonnant de dire j'ai trouvé un bon film de Chuck Norris, parce que Chuck Norris n'a quasiment fait que des films de merde, il faut quand même le dire. Vraiment, c'est un peu comme voilà, les films de Bruce Lee sont pas non plus des superbes films, mais Bruce Lee a un charisme incroyable, une espèce d'animalité, puis il y a quand même des idées, bon voilà, même si c'est pas du grand cinéma, c'est une putain de star. Chuck Norris, il est naze, ses films sont nazes, et Invasion USA... Invasion USA... Chuck Norris est en train de te perturber. Oui, ça y est, je sens que la moustache pousse, c'est... Tu t'énerves, là, ça y est. Qu'est-ce que je veux faire? Alors, c'est une histoire formidable, puisque c'est quand même... Tout est dans le slogan du film, c'est « L'Amérique n'était pas prête, lui, si ». Chuck Norris, il est toujours prêt. Alors c'est une histoire d'invasion de Russes. Le Russe, il est interprété par un mec incroyable qui est mort il n'y a pas très longtemps pendant le tournage de Lords of Salem, le film de Rob Zombie, Richard Lynch, qui a déjà un faciès incroyable puisque c'est un type sous LSD, quand il avait la vingtaine, jeune acteur prometteur, est allé à Central Park et s'est dit tiens, je vais m'immoler par le feu. Et il a foutu de l'essence sur sa gueule, il s'est cramé la tronche, donc il a un visage très particulier. Il joue un Russe qui bien sûr emmène avec lui d'autres personnages ignobles comme par exemple des Indiens, des Arabes, parce que c'est ça quand même, Invasion USA, hein. C'est tout ce qui n'est pas américain et horrible, c'est une menace. Voilà. C'est raciste au possible. Hein, assez abominable, et en plus d'être raciste, c'est aussi très mal fait, très con, très nul. Alors Chuck Norris va essayer de lutter contre ces terroristes à 2 balles avec ses 2 petits Uzi, mais tu sais que Chuck Norris c'est ça, quand il joue c'est... Mais vraiment ça, il ne bouge jamais. Et alors genre, il fait toujours comme ça avec ses 2 Uzi ridicules. Ah, mais c'est l'image un peu culte de Chuck Norris avec ses 2 Uzi. C'est l'affiche du film. Il est comme ça, tu vois. L'Amérique n'était pas prête. Lui, si, avec mes 2 Uzi. Chuck Norris était produit à l'époque par la Canon, qui a fait qui a fait des films avec Stallone, qui a fait des films avec Charles Bronson, c'était les spécialistes Menahem Golan et Yoram Globus, c'était les spécialistes de l'explosion comme ça. Voilà, bref. Et alors Chuck Norris, il est génial. Ils sont sur l'autoroute à un moment. Il y a une voiture que les méchants veulent faire sauter. Alors bonne idée de scénario pour le coup. Les mecs roulent comme ça, ils ouvrent la vitre, ils ont une espèce de bombe aimantée. Ils la collent sur la voiture et ils partent. Et Chuck Norris débarque en pick-up, tu sais pas d'où il vient le mec. Hein. Il décolle le truc, il le recolle chez les terroristes. C'est limite les mecs sont sous leur lit, ils sont en train de dire tiens on a un plan. Et Chuck Norris arrive sous le lit, et c'est pas vrai, il déchire. Tu dis mais qui c'est qui invente ces conneries? Enfin voilà, je sais pas comment définir. Tu peux rappeler la date de sortie éventuellement? 1985, date à marquer d'une pierre blanche. Voilà, Chuck Norris c'est un tocard et il fallait le dire. J'ai une question parce que Chuck Norris, moi je le connais
dans les films de Bruce Lee. Il se fait tâtonner la gueule, c'est comme ça qu'on le connaît dans un film de Bruce Lee. Moi, je le connais que dans Texas Walker Ranger. Du coup, est-ce qu'il fait du karaté ou pas Oui, Chuck Norris, c'était un champion du monde. Non, mais dans ces films-là, dans Invasion USA, par exemple. Il a toujours un petit kick, histoire de montrer que. Tu vois, d'ailleurs, à l'époque, il avait commercialisé des jeans Chuck Norris qui permettent de donner des kicks sans les craquer. Alors, il est nul, ce mec, il est nul. Je te donne un petit bonhomme Ghostbuster qui va te chanter une chanson. Car l'anecdote était bonne. T'avais vraiment envie de le placer celui-là. Il a pas pu se retenir plus de 5 minutes. Formidable, merci Carlos en tout cas. Une dernière, peut-être une petite anecdote pour finir. Qu'est-ce qu'on pourrait dire comme anecdote? Oui, j'adore cette scène de fin où Chuck finit par tomber face à Richard Lynch, le méchant russe donc, et le mec est à 5 mètres de lui avec un lance-roquette et décide de l'annihiler et tire. Le type explose et Chuck, bien sûr, n'a pas un problème. Sa mèche ne bouge pas. T'imagines un lance-roquette comme si Fred était là, je le détruisais au lance-roquette, quoi. Voilà, Chuck, il peut le faire, ça. Et ça, c'est formidable. Savez-vous que nous avons une deuxième personne que nous connaissons dont la mèche ne bouge jamais? C'est Laurent Kessy. On le retrouve tout de suite dans un Inside. C'est la fin de ses aventures aux Utopiales. Plongez au cœur d'un grand événement. Voici l'Inside. Les Utopiales, c'est le festival international de la science-fiction. C'est à la fois boulot et plaisir, quoi. C'est comme tous les ans et ça c'est plutôt très sympa, quoi. I love the French audiences and I love the festival. I wish I had come 14 years ago. Et Laurent reprend le micro pour nous plonger dans cette convention incontournable. Voilà comment dégoûter Fred, Seb et Nico de ne pas y être. Alors sous les sunlights des tropiques, je suis avec David Calvo qui s'occupe ici aux Utopiales de la Game Jam. Alors c'est quoi la Game Jam? Bonjour, alors déjà la Game Jam c'est en 48 heures on fait des jeux. C'est Florent de Grissac qui s'occupe de ça et c'est organisé à la cantine numérique. Il y a des artistes, il y a des game designers, il y a des codeurs, il y a des level designers, il y a des producteurs, il y a plein de trucs. Ça fait quelques années, ça fait 2-3 ans avec Florent qu'on essaye d'amener le jeu vidéo de manière un peu moins commerciale aux Utopiales. Et là on essaye d'amener la culture indie et donc le développement indie de jeux vidéo. Et c'est important de montrer que cette culture existe. On a vraiment une approche philosophique du gameplay et on arrive à sortir des tropes du gameplay pour arriver enfin à la notion d'expérience du jeu vidéo. Cette année on a une game jam, on a une super expo de jeux vidéo rétro au sous-sol, on a des conférences sur le jeu vidéo hyper intéressantes avec des créateurs d'univers et des game designers, des gens comme Jeanne Rousseau, des gens comme Alain Damasio, des gens comme Ever Kelly qui sont là cette année et on va essayer de pousser ça l'année prochaine pour que ce soit encore plus présent et pour que les gens comprennent que le jeu vidéo c'est de l'imaginaire en mouvement, quoi. Il y a aussi de nombreux cosplayers et, attention, des membres de l'équipe de Plus ou Moins Geek. Bon, alors j'ai rencontré ces deux énergumènes complètement par hasard, il faut l'avouer. Et j'ai envie de leur demander, qu'est-ce que vous faites là, les gars? Alors je suis là pour deux choses. D'abord parce que je suis membre du jury, court-métrage. Et puis aussi parce que demain soir, il y a la projection de Dead Shadows, le long métrage dans lequel je joue, qui a été sélectionné ici. Stéphane, toi, t'es pas acteur, toi. Qu'est-ce qui s'organise alors? Moi, je suis là pour faire un reportage pour Cassius Belli, le magazine dont je suis rédac chef, et je viens aussi présenter une nouvelle sortie sur le stand des Sombres Projets. Donc je viens présenter Mournblade, qui est un jeu dans l'univers de Michael Moorcock, dans l'univers d'Elric. Et je viens aussi présenter une sortie qui s'appelle Le Chant du Labyrinthe dans la gamme Wasteland, un jeu de rôle post-apocalyptique. C'est ça que j'aime aux Utopiales, c'est qu'il y a tous les aspects de la science-fiction, hein, même les crânes rasés et même les hommes à la voix d'or. Voilà. Non mais c'est vrai, je suis jamais venu ici, c'est la première fois que je viens et je trouve ça incroyable. Écoute, ça draine un public de fous qui se mélange, il y a plein de gens aux projections de films, il y a plein de gens sur tous les stands, il y a des gens aux librairies, il y a des gens, enfin c'est hyper riche, ça fait plaisir. En plus cette ville, Nantes, faut le préciser, c'est une ville où tous les 20 mètres t'as une librairie quand même. Et une jolie fille. Et une jolie fille. Et souvent, voilà. Moi j'aime bien les jolies filles dans les librairies, c'est encore mieux. Non, c'est vrai que tout cet ensemble-là fait que y a du monde aussi pour la littérature, il y a du monde aussi pour les jeux de rôle qui attirent moins peut-être de gens, eux, quand ils sont seuls. Complètement, puis un pôle ludique sur lequel les gens peuvent tester les jeux, ce qui est vraiment pas mal, et ils peuvent rencontrer les auteurs, mais aussi les illustrateurs qui font un sacré boulot. Donc il y a vraiment du monde à rencontrer, des choses à voir. Non, franchement, une très bonne surprise. Moi, c'est la première fois que je viens aux Utopiales, on m'en parle depuis des années, et je suis vraiment ravi de venir ici cette année, c'est une belle découverte. Un petit message pour David Fressino, peut-être, les gars? Écoute, qu'est-ce que je pourrais dire à David? Rhabille-toi, une fois pour toutes, on a assez vu tes attributs, ça commence à bien faire, merci. Ah oui, moi ça m'a traumatisé. Là, on est au point névralgique du Festival des Utopiales, la librairie, le point central, le plus important, là où on trouve tous les bouquins. Et du coup, on va en profiter pour aller embêter quelques lecteurs et voir ce qu'ils ont acheté. Alors bonjour, je vous vois choisir des livres. Qu'est-ce que vous prenez? Expliquez-moi. Alors ça c'est parce que je voulais lire un livre d'Uchronie et j'avais pas trop de références. Alors justement j'hésitais en train de poser des questions pour qu'on m'aide à choisir.
J'ai vu qu'il y avait ce bouquin-là qui avait gagné le prix l'année dernière. Et celui-ci, bon, j'ai accroché avec la série télévision et j'avais lu l'intégrale 3 et donc je vais lire l'intégrale 4. D'accord. Alors j'ai choisi des livres qui sont plutôt en rapport avec l'anticipation ou alors des mondes un petit peu désolés, tout ce qui est dystopie, etc. C'est vraiment ce que je préfère dans la science-fiction. Arthur Clarke, voilà, un grand auteur de science-fiction, donc La Cité et les Astres. Une fille qui lit de la SF, c'est super. Je vois que vous feuilletez Walking Dead. Oui. Vous connaissez la série? Ouais, je connais bien, ouais. Et vous lisez? Je la lis, ouais. Et alors, c'est bien? Oui, moi je suis très fan. Bah, je viens de voir qu'il y avait le tome 16 qui était sorti d'ailleurs, donc j'en profite. Pour moi, c'est vraiment de l'excellent comique en fait. Ok. Alors, qu'est-ce que vous avez acheté, Alors, moi, je vais me faire dédicacer. En fait, il y a Eliane Blackmoor et Karina M qui sont là. Donc voilà, c'est un petit livre illustré. Ils en avaient parlé sur Plus ou moins Geek dans les vous regardez cette émission, il paraît qu'elle est géniale. La shopping list et tout. Et Voyage aux ombres, en fait, j'ai eu Arleston hier. Et j'ai eu un petit dédicace avec formidable. Un petit truc caché à la cire. Formidable. Merci, mademoiselle. Bah, de rien. C'est la fin. Non pas la fin du monde, mais la fin des Utopiales. Qui se termine ici pour moi, au bar de Madame Spock, parce que le bar des Utopiales, évidemment, s'appelle le bar de Madame Spock. J'avoue que je suis un peu fatigué, mais vraiment, on a pris beaucoup de plaisir et on reviendra l'année prochaine. Laurent Kessy qui est quand même une légende vivante dans les bars de Nantes. C'est 3 jours où tu n'arrêtes pas, donc voilà, j'ai pas arrêté pendant 3 jours, il te faut après 15 jours pour t'en remettre, non, c'est formidable. C'est parce que tu es vieux. On va attaquer avec notre duo de petits jeunes, c'est les petits jeunes qui démarrent, personne ne les connaît, c'est Fred et Seb. Rubrique jeux vidéo avec Fred et Seb. Mais là, on va parler d'un jeu qui va faire plaisir à notre ami Rurik parce que la star du jeu, c'est une star super connue, une action star. Et qui a eu un jeu, mais qui n'est pas sorti, hélas. Donc, et c'est au grand regret là que on va regarder les images. Ah, c'est mon père. Seagal is the Final Option. Regardez, c'est magnifique. On voit bien Steven. Il est là, Steven. Oh là là, magnifique tête au gant. On sent bien la fureur, l'action. Alors le jeu, il faut comprendre que le jeu est un prototype en fait. Ce qu'on voit en fait, c'est un ROM, hein, c'est-à-dire le jeu n'est jamais sorti. Mais on peut le télécharger sur légalement. Oui, non, mais légalement, je pense, parce que le jeu n'est jamais sorti. Il n'a jamais été commercialisé, donc on peut y jouer. Il est bien branlé. C'est à quelle époque par rapport à Mortal Kombat qui a un style un petit peu... C'est en 93, il aurait dû sortir en 94, je crois, il me semble. Ouais, donc Mortal Kombat, c'est 93, il me semble. Et oui, ça vient de cette fabuleuse époque, un moment dans le jeu vidéo où on s'est dit vous avez vu Mortal Kombat, ils ont mis des personnages digitalisés, c'est super cool. Alors, donc on va faire... on va tous faire ça, on va digitaliser. Alors c'est pareil, les personnages, les acteurs, Van Damme aussi dans Time Cop. Van Damme a eu son. Ouais, bien sûr. Time Cop, le jeu, ouais. Ah ouais, d'accord, ok. Je sens qu'on ne te verra pas à la fin de l'émission parce que tu vas partir jouer chez toi tout de suite. Là. Exactement. Trop d'excitation. En Belgique. Et le jeu, il est affreusement mauvais déjà. Dans le gameplay, en fait, il y a des trucs qu'on ne se rend pas compte, mais par exemple, tu peux taper au pied, donc au pied, tu tapes assez loin, et tu peux aussi taper au poing, mais ce qui n'a aucun intérêt, parce que Seagal, quand il tape au poing, il fait comme ça. Tu veux dire qu'il a des petits bras, en fait. Ah ouais, vraiment, ils ont tout développé, c'est-à-dire tu peux tirer avec un flingue aussi, il a plein de coups spéciaux, je crois qu'il a un coup de pied aérien aussi. Oui, il a d'autres trucs, il fait le coup de pied aérien. Pour un jeu qui est pas fini, enfin voilà, c'était plutôt un jeu sur Steven Seagal, qui est quand même un mec qui fait de l'aïkido, le coup de pied aérien, c'est pas mal, quoi. Et on sait pourquoi c'est pas sorti finalement? Parce que c'était de la merde. Le truc, ouais, je pense. Ça n'empêche pas d'autres jeux de sortir, tu vois. Oui, non, c'est sûr, il y a d'autres jeux pourris qui sont sortis, mais celui-là, il est pas sorti parce qu'il était particulièrement pourri. En fait, il a été repoussé une première fois à 95, puis ensuite ils ont. On l'a jamais su, quoi, vraiment, pourquoi ça a été annulé. Ouais, les infos, c'est un peu flou. En même temps, c'est difficile d'avoir des infos. Ils l'ont annulé une première fois en disant, ouais, finalement, on va sortir un jeu sur Nintendo 64 avec Steven Seagal, donc on le garde dans les cartons. Puis finalement, le nouveau jeu, il a de nouveau été annulé. Ils ont dit à Steven Seagal, allez, va-t'en. Il a collaboré au scénario du jeu. C'est vrai. Ouais, non, parce qu'il y a un scénario là-dedans. Il y a un scénario, c'est du classique. Je gagne. Tu te demandes franchement avec un titre Steven Seagal is the final option, le scénario, ce que ça devait être. Je crois que moi j'avais lu que le scénario en fait c'était tu devais récupérer le. Tu dois faire équipe avec une meuf pour récupérer son fils. C'est ça, c'est exactement ça. Ouais, tu devais récupérer le fils d'une nana qui est. C'est original, quoi. Très Steven Seagal. Ouais, voilà. Mais ceci étant dit, le truc c'est que vous dites 93, 14, 15, et au fur et à mesure qu'on avance dans ces années-là, c'est l'année où au fur et à mesure la popularité de Steven Seagal a commencé à baisser. Et je crois que ça devenait de moins en moins. Les mecs devaient se dire. Ils essaient de surfer sur la hype de Under Siege. C'est 94. Piège à l'enfer, c'est ça. Mais ça a été son plus gros succès et après ça n'a fait que descendre.
en fait. C'est pour ça qu'il voulait capitaliser en fait sur la star, quoi, sur le nom Steven Seagal et pas sur un film. Mais il y a différents niveaux dedans. Enfin, il y a quand même un boss de fin. Il y a Chuck Norris à la fin. Ils sont pas tous. Alors, en fait, les 18 niveaux sont présents dans le jeu. Les 18 niveaux déjà. Les 18 niveaux sont présents dans le jeu, mais en fait, tu ne peux pas les finir, les niveaux. C'est-à-dire que tu ne peux pas aller d'un niveau à l'autre parce que ça marche pas. Je sais que tu peux faire les 3 premiers, je crois, il me semble, mais c'est hyper répétitif, c'est mal. Oui, c'est tout le temps la même chose. Tu passes ton temps à tabasser des scientifiques désarmés. C'est complètement. Oui, c'est vrai, le personnage aussi, vu que comment les sprites sont petits, parce qu'à la base ça devait sortir sur la génération 16 bits, donc Mega Drive ou Super NES. C'est une doublure, c'est pas Steven. 16 bits. C'est pas Steven qui a été digitalisé en fait, c'est une doublure. De la honte, hein, parce que c'était quand même très honteux. Bien mérité. Je le dédie à. Mais par contre, le truc, c'est qu'il voulait le rajouter dans la version CD-ROM. C'est-à-dire avec des meilleurs sprites mieux détaillés, il voulait scanner carrément Steven Seagal. Heureusement qu'ils l'ont pas fait. Et heureusement. Non, ça aurait été classe, franchement, d'avoir le vrai Katogan dans les airs comme ça. Peut-être le retrouverons-nous, ce Steven Seagal, justement, dans le prochain film de Richard J. Thompson. Alors, Richard J. Thompson, c'est un réalisateur de... Ouais, t'es un ami déjà. C'est un copain, donc déjà il va en dire du bien. C'est juste, non, mais juste pour replacer le personnage, il est considéré surtout comme une sorte de pape de la série Z, on va dire, en France, parce que c'est l'un des premiers, il y a très longtemps, il est pas vieux, je suis même pas sûr qu'il ait 40 ans aujourd'hui. Mais n'en dévoile pas trop. Mais surtout le problème, c'est que je tiens à dire que ce n'est pas du Z qui fait, ce sont des comédies. Richard J. Thompson est un bon réalisateur de comédies. Voilà une analyse qui vous permettra de voir cette interview carrière d'une manière différente. On se retrouve juste après. Ne bougez pas, c'est le moment de l'interview carrière. Il est français, il est adorable, on lui doit des titres improbables comme Time Demon 1 et 2, Terror of Prehistoric Bloody Creature from Space et Attack of Serial Killers from Outer Space, qui revient en toute franchise sur son début de carrière dans le long métrage Z. Comment as-tu commencé ? Moi j'ai fait des films depuis l'âge de 9 ans. Quand j'étais gamin, je faisais des films fantastiques avec mes cousins pendant toutes les vacances. Je faisais 6 ou 7 films par an, des courts-métrages en Super 8 et en 16 mm. À l'époque, j'ai failli intégrer la FEMIS puisque j'avais eu de très bonnes notes dans toutes les épreuves, sauf en épreuve de scénario où j'ai eu la note éliminatoire de 2 sur 20, alors que mon scénario tenait parfaitement la route, mais il y avait un petit élément fantastique et donc j'ai eu la note la pire, ou 1, d'ailleurs je suis passé 1 ou 2 sur 20. Ce qui m'a fait tomber de ma chaise et je me suis dit à ce moment-là, finalement tant mieux que j'y aille pas parce que s'ils mettent 1 sur 20 à quelqu'un qui fait tout un scénar simplement parce qu'il y a un élément un peu surnaturel et qu'on est saqué à ce point-là, peut-être que c'était pas ma place. Parle-nous de ton premier film. Pour la première cassette que j'ai sortie en VHS à l'époque, c'était Night of Vampire Mania. Ça a été ma rencontre aussi avec Jean-Pierre Puters de Mad Movies. Il jouait un flic, un policier vampire. C'était un petit rôle. J'avais sorti ma première cassette VHS, auto-distribuée, auto-produite. J'allais moi-même porter les stocks de cassettes dans les magasins spécialisés de Paris, parce que j'ai pas fait toutes les villes de province. Et j'ai fait de la VPC. Et à l'époque, c'était pas encore, c'était un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Et donc, évidemment, il n'y avait pas de téléchargement sur Internet. Donc, quand on voulait voir un film comme ça, on l'achetait. Et donc, je faisais quand même quelques ventes, pas énormes, mais quelques centaines d'exemplaires sur la VPC, dans les pages de Mad Movies ou dans des petites publicités dans la presse écrite. Quel était le budget de ce film ? J'ai utilisé, je sais pas, 10 000 francs. Je dis au hasard, mais je pense que ça devait être dans les 10 000 francs, comme le de celui d'après et celui d'encore après. J'avais monté une association de loi 1901 pour récupérer ainsi par-ci par-là un peu d'argent. Et puis avec les ventes des films précédents, je finançais les suivants. Et je faisais appel aux jeunes comédiens, aux gens qui font du théâtre, aux gens qui sont semi-professionnels, et aussi à mes copains de l'époque, de l'équipe de Mad Movies de l'époque. Et je les mettais dans mes films. Donc ça coûtait pas très cher, puisqu'on faisait tout avec le système D, quoi. Quel est ton film préféré ? Mon film préféré, je pense que c'est quand même Jurassic Trash. D'abord, le tournage s'est très bien passé, parce que souvent, quand on fait un film sans argent, c'est la galère et tout. On court partout. Les Time Demon ont été très durs à finir, très durs à tourner. Et Jurassic Trash, on l'a tourné en 2 semaines. Ça s'est super bien passé, il a fait beau tout le temps. Les dialogues font mouche, parce que je l'ai vu projeté dans des salles où les gens étaient bidonnés. Donc c'est quand même un film comique. Donc on aime bien, enfin un réalisateur, il est content quand même quand les gens rigolent devant son film comique. Et ça fonctionne avec ce film-là. Et que je referais pratiquement pareil, même si j'avais 1 million d'euros pour faire le film. Bon, j'améliorerais évidemment l'image, évidemment la qualité du mixage. Enfin,
enfin plein de choses. Surtout qu'à l'époque, je faisais du montage, c'est moi qui montais les films, c'est moi qui mixais les films avec du matériel rudimentaire, donc il y a une marge de progression technique énorme sur ce film-là. Mais au niveau du scénario, de la mise en scène, finalement, il n'y a pas grand-chose à retirer. Et je referai à peu près pareil. Donc je suis assez fier de ce film-là, qui a coûté 35 000 francs à l'époque, donc 6 000 euros, je ne sais pas combien. C'était vraiment dérisoire et ça donne, pour moi, c'est un bon film. Alors ce n'est pas que ça me déplaise, mais pourquoi y mettre des jolies filles dénudées venues du cinéma X? À la base, avec Jean-Pierre Putor, c'est pour Time Demon 1 qu'on avait commencé à faire ça. C'était un peu pour le côté buzz. On ne disait pas ce mot à l'époque, mais c'était du buzz qu'on voulait faire. Ça avait marché d'ailleurs, on avait eu des journalistes. Mais finalement, les filles ont été très, très contentes de faire ces films. Elles se sont données à fond. Et ça c'est vrai, voilà, je ne regrette pas du tout. Mais voilà, c'était une époque où c'était encore inédit de faire venir des filles du porno dans du cinéma traditionnel. Enfin, même si on était dans la vidéo pour nous, et non pas du cinéma. Voilà, donc c'était assez original à l'époque. Hormis le cinéma, où œuvres-tu? Il a fallu forcément que je travaille, puisqu'il faut bien payer son loyer et manger. Donc j'ai fait des publicités, j'ai fait quelques clips, j'ai fait essentiellement beaucoup de publicités, de brand content, enfin comme on dit, les contenus pour Internet. D'ailleurs, dès les années 2000, donc j'ai été assez précurseur aussi, parce que j'ai été le premier réalisateur à faire une série interactive sur Internet, sur une des premières télé Internet, en 99 ou en 2000, bien avant que Internet soit bien au point, parce qu'aujourd'hui on peut faire des télés sur Internet. À l'époque, c'était très difficile, ça marchait pas très bien. Voilà, j'avais été un des premiers à m'intéresser à ça. Et voilà, donc je suis preneur des publicités. Mais c'est vrai que mon vrai but, c'est évidemment de réussir à faire les longs métrages que j'ai écrits, d'avoir suffisamment de budget pour les faire bien avec des équipes professionnelles dans de bonnes conditions, des conditions normales. Et enfin, réussir à faire une sortie salle, puisque je n'ai encore jusqu'à présent, malgré toutes mes tentatives, jamais réussi à monter un film pour le cinéma. Ne serais-tu pas un petit peu en avance sur ton temps ? Et effectivement, quand on est en avance de 10 ans, on a tout faux. Voilà, parce qu'effectivement, faire du DTV, à l'époque, ça a été très mal vu. Aujourd'hui, avec les moyens techniques modernes, Internet, les gens font des films comme ça sans argent. Ils ne passent pas forcément pour des demeurés, au contraire, ils passent pour des gens dynamiques, des jeunes gens bien fréquentables. Alors que moi, je suis passé pour un fou. On m'a dit, mais qu'est-ce que tu nous fais un film avec 10 000 francs? C'est pas comme ça le cinéma, c'est un métier, il y a des assistants, des scripts, il faut au moins 80 personnes sur le plateau, sinon tu feras de la merde. Avec moi, j'avais 10 personnes dans mon équipe, ou 12 maximum. Voilà. Aujourd'hui, c'est mieux accepté. Donc en effet, je ne vais pas dire que j'ai eu raison, parce que ce n'est pas une question d'avoir raison ou tort, ce serait prétentieux de dire ça. Mais c'est vrai que j'étais pas en phase avec mon époque. Je suis arrivé un peu trop tôt. Voilà, maintenant, je suis heureusement pas totalement grabataire, donc j'ai encore un petit peu de vie devant moi. Donc j'espère pouvoir rattraper ce petit problème de synchro, de resynchroniser un peu tout ça et pouvoir travailler et faire enfin des films de cinéma, parce que c'est mon vrai métier, c'est le cinéma, c'est pas autre chose. Et on vous conseille l'excellent coffret DVD regroupant les films de Richard, un cadeau idéal pour l'anniversaire de vos mamies. J'ai fait de la musculation et j'ai vu beaucoup de films de Van Damme, alors ça devrait aller. Je me dis que ce mec-là, qui est dans la vie extrêmement drôle et qui arrive toujours à faire rire dans un film, quand il veut faire rire, ça marche. Je me demande pourquoi on donne toujours de l'argent aux mêmes pour faire des comédies qui très souvent ne sont pas drôles. Voilà. Et ça, c'est un peu le problème du cinéma français, qui par ailleurs a des vraies qualités, c'est que quand on est un peu typecasté, quand on est classé dans le truc Z, on n'en sort plus. Et c'est toujours un peu les mêmes à qui on donne. Moi, je pense que ce gars-là, franchement, peut faire des comédies très marrantes si on lui donnait une chance, quoi. En tout cas, je ne sais pas dans quoi il est typecasté, mais tout de suite, c'est Laurent. Rubrique BD et roman avec Laurent. Nanar, c'est compliqué. En ciné, c'est facile. En série télé, c'est facile. En BD, en roman. Si, il était roman. Oh merde! Bim! Voilà, le Gonzo là. Le Gonzo pour le Gonzo de la méchanceté. Il est en train de préparer psychologiquement les gens pour dire que ce qu'il a fait c'était nul en fait. Quoi. Non. Au contraire, j'ai trouvé. Marc Lévy. Au bout d'un moment, je sais pas, j'ai jamais lu, mais c'est peut-être pas hyper rigolo à lire, tu vois. En revanche, je vous ai trouvé Rob Liefeld. Alors, je voudrais qui est né en 67, je voudrais qu'on voit une pub où il apparaît. Ah bah déjà, il aide. After I got a job and they saw that you can make a living out of Thursday, you'll hear no complaints anymore. Il a quel âge? Ah, je crois qu'il m'en a parlé déjà, ce mec. Oui, parce qu'on a lu les comics que nous a filés juste avant la préparation et c'est énorme. Donc voilà, ça c'est une pub réalisée par Spike Lee en fait. Il a quel âge? Il s'est pas foulé. Hein. Là, il a la vingtaine, là, il est tout jeune. Donc à la fin, il explique, il dit non, j'ai jamais fait d'école, je suis autodidacte. En effet, t'es autodidacte, mais ça se voit quoi. Alors, c'est un mec qui commence chez Marvel et il bosse sur les Nouveaux Mutants, une série parallèle à X-Men avec des mutants.
et qui est relancé au numéro 1 sous le titre de X-Force et qui se vend à des milliards d'exemplaires, à 4 millions d'exemplaires. Je crois me souvenir de cette période, effectivement, que c'était très laid, les dessins, les couleurs, il y avait quelque chose qui marchait plus. Ça faisait, Alors lui, vous allez voir, je vais vous montrer après, c'est quand même particulièrement moche. Et il y a d'autres mecs avec lui qui font partie de ce mouvement, des petits jeunes qui arrivent. Il y a Jim Lee qui bossait sur Punisher, puis sur les X-Men. Il y a Todd McFarlane que vous connaissez qui est après parti faire Storm. Un peu d'argent. Et justement, McFarlane, Jim Lee, Liefeld sont partis. Ils en avaient marre de bosser pour faire vendre plein de BD à Marvel en faisant Spider-Man ou X-Men sans toucher de droit sur les BD qu'ils vendaient, quoi, avec des personnages qui n'étaient pas eux. Donc ils sont barrés pour faire leur propre boîte qui s'appelle Image Comics et ils ont fait leur propre... Lui c'est un des créateurs d'Image Comics. Ouais. Et lui il est parti, il a fait Youngblood, voilà. Il a fait Youngblood qui est juste indigent, quoi. Niveau scénar c'est indigent, niveau dessin. Alors on va regarder ensemble quelques images. Moi je veux les détails. Voilà, regardez, c'est magnifique. Le torse c'est vraiment bien proportionné. C'est vraiment magnifique, voilà. Des positions tout à fait naturelles. Regardez, voilà, on se tient vraiment comme ça. C'est pour montrer qu'il sait vraiment pas dessiner, quoi. Voilà. Alors là, il y a un truc, celle-là, je voudrais qu'on y reste dessus. Il y a un truc que j'adore, il sait pas dessiner les pieds. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Il fait des espèces de sols qui sont ronds comme ça, il a pas à dessiner les pieds. Voilà, celle-là j'aime beaucoup. C'est pas des parce pieds que en fait, c'est des pointes. Il faut, il fait des pointes là, on dirait une danseuse et puis tout est mauvais, hein, toute la position est mauvaise. Image, c'est quand même maintenant un des groupes qui a les meilleurs dessinateurs. Ouais, mais ils se sont tous barrés d'Image. Plus dans maintenant, l'esthétique. donc c'est un truc bien différent. Il a vendu alors lui, il s'est fait virer parce qu'il utilisait le chéquier de la boîte pour rembourser ses dettes en fait. Donc à un moment, les mecs lui ont dit non, c'est fini, il s'est fait virer. Là dernièrement, il a dit j'arrête les comics sur Twitter, il s'est vanté de ça et puis le lendemain il a dit non c'était pour déconner les gars. Vas-y reste. Non, c'est vraiment fabuleux. Alors dit est dit. Donc voilà, c'est un vrai nanar. Je suis content d'avoir trouvé un truc en BD. C'est un vrai nanar, Rob Liefeld. Voilà. D'ailleurs, il a été Peter David, un des scénaristes assez connus, l'a surnommé le Ed Wood des comics. Quoi. Pourquoi ce mec s'est retrouvé dans ces positions-là ? Ça plaît beaucoup. Il y a des gens qui le comparent à Kirby en disant il a l'énergie de Kirby, la pêche, il y a une énergie dans ses dessins. Je crois que ce sont des aveugles qui ont fait cette remarque. Non, c'est incompréhensible. C'est la colo. Mais voilà, il vend toujours des BD, c'est ça le pire. Il a toujours du succès. Ouais. La colo est moche, mais alors. Non, c'est moi qui ai. Il a pris l'eau, je sais pas ce qu'il a fait avec celui-là. Parce qu'il était aux toilettes, il avait plus de PQ. Il l'a lu dans son bain, parce qu'en même temps. Disons que c'est pas le joyau de ma collection, les Youngblood de Liefeld, donc j'en prends pas très souvent. Putain, pourquoi il y a des pages à l'envers et des pages à l'endroit ? Parce que comme ça, il peut faire 2 couvertures. Ouais, bah oui, tu retournes. C'est réversible comme ça. Bon, je vais laisser mes petits camarades à une consternation qui, je crois, est générale et on va retrouver une enquête geek sur les créateurs du site Nanarland. Eux, ils le défendent bec et ongle. N'allez surtout pas aux toilettes. Voici l'enquête geek. Vous avez envie de vous marrer avec des cascades pourries, des répliques nulles et donc cultes, des comédiens qui manquent de cours et des films qui manquent de budget tout simplement ? Alors allez surfer sur nanarland.com, le site des mauvais films sympathiques. Rencontre avec l'un de ses fondateurs. Qu'est-ce qu'un nanar ? On appelait ça un mauvais film sympathique. C'est une manière très générique en fait de décrire un film qui fait rire à ses dépens. On voit le film, on imagine ce que le réalisateur voulait faire en tournant la scène et on se rend compte que c'est à milieu de ce qu'on est en train de voir. Les amis, si vous vous demandez pourquoi notre interlocuteur change de t-shirt, rappelez-vous de la thématique. On va jusqu'au bout des choses dans Plus ou moins Geek. Nanarland en chiffres, ça donne quoi ? Plus de 10 ans d'existence. En moyenne, 6 à 7 000 visiteurs uniques par jour, c'est 1 million de pages vues par mois, plus de 700 films chroniqués, plus de 200 biographies de réalisateurs, producteurs, comédiens, comédiennes. Que trouve-t-on sur ton site ? Donc il y a un radioblog, c'est les bandes originales de films, donc c'est des morceaux qu'on propose en streaming, en écoute. Il y a des extraits vidéo, il y a des interviews, il y a les escales à Nanarland qu'on retrouve tous les 15 jours, il y a évidemment les chroniques de films, des biographies, beaucoup de définitions. C'est vraiment une énorme base de données maintenant finalement sur la face cachée du cinéma en fait. Quels sont tes acteurs préférés ? Wang Wang, voilà, c'est un peu une icône du site aussi, c'est un acteur philippin qui jouait le rôle de l'agent 00, si je ne m'abuse. Wang Wang, qui était en fait un James Bond lilliputien. Donc tout le monde fait comme si de rien n'était, entre guillemets, sauf que lui fait environ 80 cm sur la pointe des pieds, quoi. Des fois il se fait des gunfights, il tue, mais je sais pas, peut-être 80 méchants en 3 minutes d'action, donc c'est juste magique. J'ai une grosse tendresse pour Max Steyer, qui est un acteur américain,
qui est complètement inconnu. Bordel de merde! Je commence à en avoir plus que marre de vos ordres. Je sais pas, on a une grosse tendresse pour ces acteurs-là, en fait, qui ont jamais connu vraiment même du tout la gloire, mais qui en même temps ont fait du cinéma toute leur vie, quoi, parce que quand on leur pose des questions, on se rend compte qu'ils ont eu des vies extraordinaires. Des vies où ils auraient pu se retrouver à faire un métier qui leur plaît pas, un peu aliénant, des choses comme ça, et ils se sont retrouvés à faire le tour du monde, à vivre des vraies aventures. Quels sont tes nanars cultes? Le remake turc de Star Wars, le E.T. turc, le James Bond turc, il y a eu le Rambo turc, on a trouvé le Star Wars brésilien aussi, qui est assez extrême. La dernière fois, je regardais un extrait de l'invasion des araignées géantes. C'est le réalisateur qui dit à son producteur, voilà, j'aimerais bien faire un film avec des attaques d'araignées. Alors le producteur lui dit, ok, je te file le budget, par contre, il faut que l'araignée elle fasse 7 mètres de haut, quoi. Ouais, d'accord. Et il se retrouve à faire un film avec une araignée montée sur une voiturette de golf, obligé de la faire passer derrière des collines, des monticules pour pas qu'on voit la voiturette. Évidemment, personne n'y croit, mais ça fait partie de la magie des choses qu'on aime découvrir, quoi. Quel type de nanar préfères-tu? Moi j'adore les nanars de doublage, par exemple Au Sauvage, qui est un film américain et on est tombé sur un des pires doublages qu'on ait jamais vu, quoi. Et ça, moi je suis vachement client personnellement. Il adore la rigolade. En film vraiment extrême, on en a parlé dernièrement, c'est Jaguar Force. Ils ont visiblement tourné le film donc à Hong Kong et ils l'ont aussi visiblement doublé là-bas. Sauf que là-bas, ils ont pris tous ceux qui leur passaient sous la main, qui parlaient un tant soit peu français, et ils ont fait doubler le film par des gens qui étaient ni comédiens, ni francophones, ni réellement bilingues. Elle est en morte à cause de moi. Quels sont les signes avant-coureurs d'un nanar? Plus la jaquette est emphatique, il y a des hélicoptères, ça pète dans tous les sens, il y a des grosses explosions, mais par contre, il n'y a aucun acteur connu. Ça peut mettre sur la voie. Y a-t-il de bons nanars français? Le Lac des Morts Vivants, c'est un truc de fou, quoi. Un film de zombies français tourné dans un petit village, on ne sait plus si on regarde Groland ou un film d'horreur. Ils ont redoublé tous les comédiens, donc il y a une post-synchro sur les voix qui est complètement ahurissante. Il y a des bombardements d'avions, alors qu'ils devaient avoir des budgets dérisoires. Ils ont quand même fait des scènes avec des soldats qui courent, des avions qui bombardent, etc. Donc oui, en France, il y a aussi des nanars, faut le dire. Oh Lisola, finissons-en. Quels grands comédiens ont joué dans des nanars? Effectivement, par exemple, Gérard Klein, typiquement, qui tourne un post-apocalyptique français avec une mulette, donc une nuque longue complètement hallucinante, ça on ne le dit pas assez. D'ailleurs, en parlant de casserole, effectivement, Fabienne Cara, donc de Plus belle la vie, qui tourne dans Kill for Love de Jean-Marie Palardy. On lui vend un truc, une super production hollywoodienne, elle se retrouve dans un film un peu foiré, donc elle fait ses scènes, et après il lui demande de venir redoubler ses scènes. Elle dit non, pas question, je me suis fait avoir une fois, je me ferai pas avoir deux fois. Mais eux sortent quand même le film, donc on se retrouve avec un film où tout le monde parle avec un son qui est très correct parce que les dialogues ont été redoublés, sauf Fabienne Cara, qui à chaque fois qu'elle parle, on imagine le micro à 10 mètres, il y a des camions qui passent, des bruits de klaxon, etc. J'ai l'impression qu'en France c'est un peu plus délicat, ils sont moins enclins à en rire en fait des accidents de parcours. Quelles sont les meilleures fins de nanar? En général, les meilleures fins de nanar, ça finit quand on s'attend pas à ce que ça finisse. Par exemple, je commence une phrase et t'as un panneau fin voilà, qui coupe. Et Ren, je crois que tu as un nanar préféré là-dessus. Oui, parce que c'est grâce à Nanarland, il y a quelques années déjà, que j'ai découvert Wang Wang. Il fait un rôle un peu à la James Bond, mais voilà, c'est vraiment hyper tourné en dérision. Je pense que de base, c'est pas tellement fait pour être hyper... Enfin, j'espère que c'est pas tellement fait pour être hyper sérieux. Mais oui, et on va enchaîner avec le contraire de Wang Wang. C'est Gallo Gallo, c'est Stéphane avec sa rubrique jeu de rôle, jeu de plateau. Rubrique jeu de rôle avec Stéphane. Bienvenue dans la rubrique jeu de rôle, jeu de plateau. La star du jour est Brain Soda 2, un jeu de rôle où les joueurs incarnent les héros d'impitoyables nanars, d'un mauvais film de série B, voire Z, qu'il s'agisse d'un truc pseudo-cosmique, d'un slasher ou d'un film de monstre par exemple. Volontairement parodique, mais plein d'amour pour le genre, Brain Soda s'adresse aux maîtres de jeu qui ont des velléités cinématographiques. Ils pourront ainsi mettre en scène des scénarios absolument honteux à la nullité abyssale pour le plus grand plaisir de leurs joueurs. Nous rejoignons la table en cours de partie. On constate d'ailleurs que les joueurs ont mangé sur place. Le film a déjà commencé et le maître de jeu en a révélé le titre. Nous rejoignons donc le tournage de Fucking Vosges, La Nuit du Lorrain 3. Autour de la table, Robin, John et Henri jouent des teenagers en classe verte à Longemer. Ils jouent respectivement un baffreux, un sportif con et un clone de MacGyver.
Pas de bimbo dans l'équipe et c'est bien dommage, le score de box-office va cruellement s'en ressentir. Le tueur a déjà frappé dans le camping où dorment les ados. La nuit dernière, c'est la prof sexy qui a été transformée en pâté lorrain. Comme on est dans du bon vieux Z, cette disparition de leur professeur n'a absolument pas inquiété les mômes. Ils en profitent simplement pour organiser une bonne grosse soirée. Tenant son rôle à la perfection, alors que la nuit tombe, le sportif con a une idée. Il a décidé de grimper la colline proche en portant 2 filles plus ses copains, juste histoire de voir ce qu'il y a près d'une vieille maison moche. Le meneur de jeu est en pleine description des lieux, la maquette pourrave de la baraque avec son faux ciel mauve. De grosses cheminées fument gras depuis le matin. Robin signale au maître de jeu que son personnage, le Baffreux, veut rentrer pour voir à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est qu'un baffreux? Dans les films pour ados, c'est le gros, c'est celui qui baffre, c'est celui qui mange n'importe quoi. Pour impressionner les filles, il tente de crocheter la serrure. Mais évidemment, il n'a pas la compétence adéquate. Robin décide donc d'employer son cliché « c'est dans le script » qui lui permet d'avoir une compétence à 4 même si ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens? Oui, mais c'est dans le script. La porte est passée et les héros sont en train de fouiller le vieux musée des horreurs. Oui, leurs personnages ont l'instinct de survie d'une tranche de foie gras, mais c'est comme ça dans le Z. Le maître de jeu est en train de décrire des lieux horribles, l'odeur forte, les cuves dans lesquelles macèrent de la viande et du gras. Quand soudain, les ados découvrent le corps de leur professeur, à demi immergé dans une grande cuve, morte, étouffée par du pâté lorrain. Le maître de jeu demande aux joueurs un jet de trip fastoche pour connaître la réaction de leur personnage. En l'occurrence, les joueurs ont lancé les dés et globalement, c'est une réussite. Mais lorsque Robin annonce que son baffreux ramasse un bout de pâté lorrain au coin de la bouche du professeur pour goûter un peu la chose, John et Henry déclarent immédiatement que leurs personnages se mettent à dégueuler. Et cette fois, on vient clairement de basculer dans l'horreur. Et pourtant, le méchant n'est pas encore apparu. Cette fois, c'est parti. En continuant leur exploration, les PJ ont perdu leurs 2 copines et ils ont croisé le tueur dans son costume traditionnel lorrain, armé d'un bon gros sac de pâté. Il est clairement déterminé à étouffer les genoux avec sa spécialité locale et actuellement les mômes courent dans les couloirs de la maison, des couloirs qui font à peu près dans les 6 km de long à vue de nez. Le maître de jeu leur demande donc de faire un jet de muscles de difficulté aisée, soit avec un D6, de manière à distancer le slasher. John et Robin lancent les dés, Henry lance le sien aussi, le maître de jeu consulte les résultats et c'est plutôt bon, sauf pour John qui s'éclate la gueule par terre. D'ailleurs, John tient absolument à préciser que son sportif con se met immédiatement à gueuler comme un veau en se tenant la cuisse. Le maître de jeu, toujours debout, mime maintenant l'approche menaçante du Lorrain et surtout son acteur à l'obésité obscène. En quête d'une belle mort pour son personnage, Henry s'est débrouillé pour monter à l'étage seul et poursuivi par le tueur. Caché dans un placard, il a bien veillé à garder sa lampe torche allumée. Le tueur lorrain rôde autour de sa planque. Et Henry déclare que son personnage, surtout, n'oublie pas de gémir de trouille à chaque passage du tueur. La porte du placard s'ouvre et, nouveau cliché employé fort à propos par John, qui déclare une coupure suspense. Tous les joueurs quittent la table 10 minutes et vont se chercher du jus de pomme. La pause est finie depuis longtemps et le personnage de Henry est mort, éviscéré dans une poubelle. Il a tenté de revenir avec un faux raccord pour cumuler des points à box-office, mais son cliché a été refusé par la table et les autres joueurs. De son côté, le personnage de John a subi de nombreuses lacérations à coups de pâté. Quant au gros de Robin, il est encore en pleine forme, indemne, et il part pour rester le seul survivant de cette désastreuse aventure. Les 2 compères sont actuellement en train de discuter ensemble afin de monter une embuscade pour piéger le tueur. Bientôt, le slasher lorrain tentera d'enfoncer son pâté dans la gorge du baffreux et il constatera avec une immense surprise que celui-ci n'en meurt pas. Après la mort du PJ de John, le sportif con, dans un twist final aussi inattendu que débile, le pauvre spectateur découvrira atterré que le lorrain vient en fait de retrouver son fils, perdu depuis des années, Gros Bob, le personnage de Robin. Vraiment, quel scénario de merde! Brain Soda 2, où vous jouez donc des comédiens pourraves, et bah ça tombe bien parce que ça me permet de faire une super transition pour ma chronique. Allez, tout de suite, série télé. Rubrique série télé avec David. C'est la série qui a découlé de Freddy. Donc Freddy, je remets un peu rapidement, le chapeau en feutre, le pull rayé, le visage brûlé, les griffes, compagnie. Et ça donne ça. Welcome to Springwood. Steven Seagal. Ah, regarde. Oh, il est partout. Ça fait peur, hein. Il y a des enfants qui sont sur la balançoire. Attends, c'est ouf, ça fait peur. Il y a des pom-pom girls. Écoutez bien la musique qui est quand même immonde. Voilà. Oh,
Non, ça s'est tiré de la série. Ah bon? Oh, regardez, c'est joli. Alors voilà, les oui, le violet. Regardez, c'est un cerf magnifique. Voilà. C'était pas la scène où il crame dans le premier film? Non, ils l'ont refaite. D'accord. Parce qu'ils se sont dit, dans le premier film, il crame bien. Mais dans notre série qui est pourrave, on va le faire cramer de manière pourrie. Bah oui. Et d'ailleurs, il lance une punchline. Bah oui. Alors, pour vous refaire juste le topo, mais je reviendrai après sur ces couleurs immondes, violettes, fluo. Enfin, c'est le pire des années 80. Ils ont tous des énormes coupes de cheveux comme As. C'est éclairé. Ils ont des cheveux. C'est éclairé. Franchement, si Jean-Louis, notre chef opérateur qui éclaire ici, le faisait comme ça, je pense que j'irais moi-même le brûler d'ailleurs. Il a des cheveux aussi d'ailleurs, lui. En fait, donc nous là, il se dit, on va faire une série sur Freddy, on va prendre du pognon, mais si on fait Freddy en personnage principal, ça va pas marcher puisque tous les spectateurs vont se dire, dès qu'il y a un pauvre ado qui va aller dans la série, il va mourir. Donc ils se disent, on va faire une anthologie de l'horreur. Donc c'est une des séries, des histoires indépendantes, et c'est présenté par un Freddy qui fait qui cachetonne, c'est épouvantable. C'est toujours Robert Englund. C'est toujours Robert Englund qui en fait des caisses, c'est-à-dire que là il aurait fallu le mettre dans une cage vraiment et l'enfermer, c'était horrible. Et ce qui est assez étonnant, c'est que un épisode dure 52 minutes. Mais tu te rends compte rapidement que les épisodes ne peuvent pas tenir 52 minutes. C'est 2 fois 26 minutes. C'est-à-dire que tu as 26 minutes d'une histoire, le personnage principal meurt, et tu suis après un personnage secondaire qui va remourir au bout de 26 minutes. Donc, c'est, pour te dire, il y a un épisode, c'est une meuf. Alors, sa mère, attention, elle est championne de 100 mètres et c'est une médaillée olympique, elle est morte. Elle est au collège, elle veut devenir aussi une championne et elle trouve un médaillon avec un petit cristal. Et quand elle regarde dans le cristal, les gens, ils meurent. Ah ouais. Donc elle regarde son prof de physique comme ça, puis d'un coup il se met à vomir du coton. Et elle meurt au bout de 26 minutes et elle va hanter après un autre personnage de l'épisode. C'est pourrave. Et pourtant, à la réal, il y a Toby Hooper, il y a Mick Garris qu'on a quand même eu dans cette émission. C'est épouvantable. C'est à chier. Et pour te dire, il y a aussi un truc, c'est que la fameuse scène, parce qu'il y a quand même quelques épisodes, alors c'est toujours d'utiliser des histoires indépendantes, mais il y a quand même quelques scènes quelques épisodes où on apprend un peu des brides de l'histoire de Freddy, dont son procès. Alors là, si vous aimez le cabotinage, c'est Robert au naturel. C'est Robert au naturel, mais alors il le filme pas. Genre on va garder le mystère de son vrai visage, c'est pourrave. Et donc du coup, il est inculpé de viol et meurtre d'enfants. Finalement, il y a un vice de procédure, il est libéré, et les habitants de cette ville, Springwood, donc le chope et l'asperge d'essence. Imagine-toi qu'il le retrouve dans une cave. Donc le futur Freddy, il est au milieu. On l'arrose d'essence, le mec ne bouge pas. Le flic gratte une allumette et Robert Englund dit « Je sens qu'il va y avoir un coup de chaud ». Et il lui jette l'allumette. C'est génial, voilà. C'est trop bien. Donc ça dure quand même, c'est quand même 44 épisodes, ça a duré 2 saisons. Et ça s'appelait en France Les Cauchemars de Freddy. Ouais, et d'ailleurs, alors c'est hyper dur à trouver. Vous pouvez avoir une petite VHS, je vais te la passer, à l'époque. Et il y a 2 épisodes sur un coffret Blu-ray qui est sorti il y a peu de temps. Donc voilà, c'est pas le meilleur supplément du monde. Bon. Il présentait au début, non Oui, c'est un peu comme la 4e dimension ou Alfred Hitchcock. Quoi. D'ailleurs, ils ont fait une série Vendredi 13. Oui, et ils ont fait le même truc. Qui n'avait rien à voir, il n'y avait même pas Jason dedans. Ouais. Il parle même pas. Non, mais il était chier, tu vas avoir besoin de ça, je pense. Bon, bah voilà. En tout cas, est-ce qu'il savait dessiner les pieds dans la série quand même? Écoute, ça, je me demande. En tout cas, il jouait comme des pieds. Et François aussi a œuvré pour cette spéciale nanar avec sa rubrique Talent Web. On se retrouve juste après. C'est le moment de découvrir un nouveau talent web. Ouais, non, je t'ai pas dit. J'ai reçu une super proposition qui vient du Mali, un mail incroyable, une proposition alléchante d'un gars qui a 40 millions d'euros à faire passer en France. Et moi, j'ai juste à donner mon numéro de compte. Et au final, je prends 10%. Donc c'est idéal, je vais pouvoir arrêter plus ou moins geek. Ah, attends, je te laisse. On voit un talent du web? Ouais, c'est ça, ouais. Davy Mourier possède autant de cordes à son arc qu'il a peu de cheveux sur la tête. Dessinateur, auteur, comédien. Vous avez pu découvrir ses nombreux sketchs dans l'émission The Golden Show et la série Les Opérateurs, pilotée par notre François Descraques à nous. Mais c'est pour une autre série que nous le rencontrons, la série web Karate Boy, où son complice, Monsieur Poulpe, et lui laissent éclater leur amour du nanar. Mais revenons au début, comment as-tu commencé? J'ai toujours rêvé de faire de la vidéo. J'ai fait une association qui s'appelait Une case en moins. On a fait nos premiers films, des parodies, tout ça machin. Et en fait, le premier film qu'on a fait, c'était une parodie de La petite maison dans la prairie, où on courait dans des champs. Vu que j'étais en Ardèche, c'était facile, le décor était juste à côté. Et après, on a fait beaucoup de vidéos pour ce qui est des salons de Japanime, cartoonistes, Japan Expo. Et on s'est fait un petit peu connaître grâce à ça. Et on a continué à faire des vidéos, jusqu'au moment où Canal a commencé à nous diffuser nos sketchs. Parce que nous, notre particularité, c'était de faire des sketchs courts, avec une case en moins. On faisait des trucs de 2 minutes. Des blagues, après on changeait d'univers et tout machin. C'est de la parodie, c'est les nuls quoi. C'est les nuls. Quelle a été la vidéo déclic? J'ai eu une vidéo diffusée, c'était Resident Kitsch, à Cartoonist Toulon.
Et c'est la première fois que je voyais une de mes vidéos diffusée dans une grande salle. Il y avait une chanson de Claude François. J'ai vu des filles se lever et danser sur la musique de Claude François. J'ai entendu la salle rire aux éclats sur Resident Kitsch. Et à ce moment-là, je me suis dit, ah putain, c'est bon. Qu'est-ce que c'est bon, j'ai envie de continuer. Comment est né Karate Boy? En gros, on a fait une émission avec Monsieur Poulpe qui s'appelait J'irai loler sur vos tombes. Et il nous manquait un élément en fin d'émission. On voulait rajouter une mini-série des sketchs. On s'est rendu compte que c'était très difficile de préparer d'autres émissions et d'écrire un épisode toutes les semaines, d'affilée, et de tourner l'émission et après de tourner l'épisode et de tout monter. Donc le truc après, c'est qu'on a écrit la série, chacun à côté, et on est parti en Ardèche tourner les épisodes. Et comme ça, on avait déjà les épisodes, et on n'avait qu'à les monter et pour pouvoir faire notre émission de notre talk show et à côté notre série. Oh non, je suis le dernier homme sur Terre. Depuis que je suis le dernier homme sur Terre, je cherche un but à ma vie ou à ma survie. Après, on essaye quand même dans chaque épisode de trouver un truc parodiable du cinéma des années 80 pourri d'action. Mais Poulpe, en fait, on n'a pas besoin de trop chercher parce que Poulpe, c'est une encyclopédie à films de merde. C'est-à-dire que vraiment, il a les Blu-ray d'Octopus ou de trucs comme ça, tu vois. Et donc c'est Poulpe qui me dit ah, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça, Puis bon, des fois, j'apporte des trucs. Le Golden Show a-t-il été une étape importante? Effectivement, quand on a fait Nerds, avec les autres, Nerds nous a fait connaître auprès du public. Et là, les gens, ils sont venus en dédicace et tout, machin, tout ça. Par contre, niveau professionnel, mais alors, rien. Et le Golden Show, c'est le truc qu'on a fait qui a vraiment réussi à mettre d'accord notre public, du public en plus, et les pros. Les chaînes de télé, etc., etc. Les comédiens ont accepté de venir dans le Golden Show. Alors moi, mon truc, c'était de me tenir debout sur la tête des gens. Voilà. Il y a des gens qui nous ont dit, j'ai l'impression de retrouver l'humour des nuls. Bah, c'est un des meilleurs compliments qu'on puisse nous faire, je pense. Ouais, ça fait plaisir. Quelles sont tes vidéos préférées? Dernièrement, dans le Golden Show, je suis très très fan du Père Fouras. Voilà, pour moi, c'est... Il y a tout. Et je fais le Père Fouras parce que j'adore faire le Père Fouras. Je suis costumé bien. C'est drôle, c'est triste. Il y a du pipi. Pour moi, en 1 minute 30, on a tout résumé. Ma carrière, finalement, ce que j'ai envie de faire, tu vois. Je m'emmerde, tu sais. Je m'emmerde tellement. Quels sont tes futurs projets? On écrit réellement un spectacle sur scène avec Poulpe. On va faire un duo. Ouais, c'est ça, un duo comique. Ouais, on fait un one-man show, mais on fait pas un two-man show. Je suis co-scénariste du spectacle de Constance. Constance, vous avez pu la voir dans On ne demande qu'à en rire, voilà. Et donc, depuis quelques mois, tous les nouveaux sketchs qu'elle a dans son spectacle sont coécrits avec moi. Sinon, à côté, je travaille sur un jeu vidéo actuellement. Parce que j'ai un personnage qui s'appelle La Petite Mort. Donc je travaille sur le projet qui va sortir en 2013 de la BD. Ça va être une bande dessinée, et à l'intérieur de la bande dessinée, le personnage va vivre des aventures, et une partie de ces aventures, on va pouvoir les continuer sur un jeu vidéo. C'est-à-dire que ce qu'on n'a pas dans la bande dessinée, on l'aura dans le jeu vidéo. Alors n'attendez pas d'être mort pour jouer à ce jeu. Davy, merci pour le flashback sur ta courte, mais déjà très remplie carrière. Davy Mourier qui a collaboré plusieurs fois avec François puisqu'ils étaient ensemble sur le Golden Show et sur les opérateurs où j'ai trouvé Davy particulièrement bon, encore plus que d'habitude. Un autre que j'aime particulièrement, c'est Franck, c'est la shopping list, une shopping list spéciale nanar. Mais que va-t-il nous sortir de sa poche? Tout de suite, la shopping list. Lecteur d'un livre qu'elle n'a pas lu, un jeune accro à la laque va devoir présenter une rubrique. Il est doué, il est futé, il arrive à s'immiscer dans n'importe quel corps de métier. Ah bah c'est marrant, ça rime. Cette personne est prénommée Franck. Et nous appellerons cette rubrique la shopping list.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette shopping list spéciale Nanar où je vais vous présenter des trucs bien pourris comme je les aime. Et on va tout de suite commencer par le clandestin, c'est l'histoire d'un chat ou d'un gant de toilette, suivant les plans, qui va se transformer en machine à tuer après s'être échappé d'un laboratoire douteux. Cowboy en pick-up, millionnaire en yacht ou même jeunes gens innocents vont être dévorés par la gueule de ce félin qui va vous faire mourir de rire. C'est énorme. Envie d'exotisme? Eh ben partons pour la Grèce avec l'attaque de la moussaka géante. Vous y retrouverez des scientifiques roses, une soucoupe volante et bien sûr une moussaka géante glissant dans les rues d'Athènes en tuant à tout va. Mais le plus effrayant, je pense que c'est le jeu des acteurs, des mises au point pas très au point et des bruitages à vous couper l'appétit. Prisoner of Power, c'est un jeu sorti en 2008 et ce projet mal abouti est devenu célèbre malgré lui. C'est l'histoire d'un ventriloque dans un monde où les ennemis n'attaquent pas et où vous aurez droit au générique de fin à chaque fois qu'une tourelle va vous tuer. Vous aurez aussi la possibilité de traverser les grillages et marcher aussi vite qu'une Formule 1. Bah, laissez-moi vous dire que ceci ne sera jamais un coup de cœur de la shopping list. Bah non. Duck Nukem Forever, tout le monde connaît le superbe jeu sorti en 1991, mais malheureusement tout le monde connaît aussi le reboot pourri de 2011. L'humour décalé, les blagues grasses et l'amour des babes est toujours là, mais malheureusement c'est un FPS pauvre, linéaire et sans surprise qui vous attend. Un jeu de merde quoi. J'ai rien dit. Et maintenant, on va passer à un livre de Jean-Pierre Puters, un nom que vous avez déjà entendu une quatraine de fois dans l'émission Plus ou moins Geek et qui a publié The Cranios Monster, un livre qui rassemble les pires monstres de films, une œuvre qui fait rire et peur à la fois. Un peu comme moi, quoi. Ça l'affiche mal, un livre où vous aurez droit à plein d'affiches du monde entier refaites par des artistes locaux. De Freddy à James Bond, chaque page amène son lot de surprises et de réjouissances. Et ben moi, je surkiffe ça, c'est énorme. Cadway, ou Cadoui, je sais pas comment ça se prononce, une personne du forum de Plus ou moins Geek vous conseille un livre à ne pas acheter. Monk, ce n'est pas une série diffusée sur TF1 les après-midi, mais un manga sur un moine qui devient méga puissant quand il voit les courbes d'une jolie femme. T'es sûr que c'est un nanar? Alors moi, quand ça parle de jolie femme, ça m'intéresse. Oh, mais qu'est-ce qui me prend de penser à ça? Je suis peut-être hétéro. Et maintenant, je vais vous présenter Sharkman, un très beau film sur le Dr King qui pratique des expériences scientifiques sur des requins. Et une médecin a la bonne idée d'aller visiter son île. Malheureusement, elle va tomber sur un homme requin, un très beau film où même les hélicoptères jouent mal. Je sais pas comment ils ont fait. Transmorphers, et non pas Transformers, attention à ne pas confondre, hein. C'est un DVD édité pour se faire de la thune, je pense, un plagiat pur et dur sans Megan Fox et Shia LaBeouf, donc autant vous dire aucun intérêt. Ou alors c'est Michael Bay qui a plagié Transmorphers? Mais je tiens un scoop là, ça clash, ça buzz, il faut que j'aille voir Morandini. Justin Bieber, mon histoire de mon premier pas vers l'éternité. Bonjour, j'ai 15 ans, je suis riche et j'écris une autobiographie sur ma vie qui n'a pas encore commencé. Je vous raconte ma naissance et mon premier bisou avec un ornithorynque des îles des Galapagos. Bon, c'est à peu près ça, hein. C'est pas totalement ça non plus, mais c'est nul, je déteste ce mec. Sûrement parce que je suis jaloux, je l'avoue. Vous pourrez retrouver les aventures de Bigard, l'humoriste français qui a replacé avec brio des gags de ses sketchs en BD, avec des apparitions de guest stars et des vannes bien grasses comme on le connaît. Un livre à réserver pour les jours de fatigue. La BD Twilight, eh oui, c'est pas parce que les films sont finis qu'on n'a pas le droit de faire durer l'agonie de la série. L'adaptation se poursuit donc dans une BD style manga avec moins de paroles, on se demande pourquoi, et plus de dessins. Il est vraiment temps que ça se termine, je pense. Comme cette shopping list, allez, on arrête. L'émission touche presque à sa fin, donc on va bientôt abandonner le nanar, mais il est temps pour nos chroniqueurs de se mouiller un petit peu. À qui donnes-tu ton plus? J'ai envie de voter pour Steph, en fait, avec son jeu pourri. D'accord. Laurent? Chuck Norris. Alors attends, is the final option? Yeah. Chuck Norris is Invasion USA, man. That's Steven Seagal. Moi, je vais choisir Freddy pour la catchphrase. Il va faire chaud. J'ai trop envie de le voir. Il va y avoir un coup de chaleur. Il va faire chaud. Bonjour. Fred? Moi pour Eric. Ah, un petit Chuck. Écoute, tout était incroyable parce que les trucs pourris, c'est toujours drôle. Steven, bon, bah, je peux pas voter pour lui parce que tout ce qu'il fait, c'est magnifique. Les pieds moisis, j'aime bien. Et la série, ça me donne envie de la revoir aussi. Donc, il n'y a quasiment pas de vainqueur cette fois-ci. Voilà. Bon bah voilà, en tout cas, vous pouvez poursuivre l'aventure sur les réseaux sociaux que nous ne pouvons pas nommer complètement. Il y a Geekbook, il y a Geekter. Vous pouvez d'ailleurs commenter cette émission pendant que vous la voyez, ça fait toujours plaisir sur les réseaux sociaux. Il y a aussi un forum, un site internet, enfin plein de choses. On se retrouve très prochainement et surtout n'oubliez pas deux petites choses avant de finir. Il n'y a pas d'âge pour se revendiquer plus ou moins geek et un bon geek restera toujours un geek curieux. On fait au revoir à la caméra qui s'envole. Au revoir petite caméra.